Salut tout le monde, aujourd'hui on continue les vidéos sur le milieu du jeu et on accueille une star des salons, Auguste, normalement de chez Matago, mais c'est un peu plus complexe que ça maintenant. Je te laisse présenter tout ça. Bah écoute, merci beaucoup Arnaud de me recevoir, ça fait vraiment plaisir. Et oui, justement, comme tu le disais, j'ai travaillé un an en tant que responsable de la communication chez Matago. Et je m'occupe toujours de la communication de Matago, mais cette Mais tu as fois, une promotion. on peut voir ça comme ça, mais en fait, je m'occupe toujours de la communication de Matago via une agence qui s'appelle Publishing Technology and Solutions, donc PTS en acronyme. C'est une agence qui s'occupe de la plupart des activités qui sont liées aux jeux de société pour une variété d'éditeurs. Et du coup, via cette agence, je m'occupe de la communication de Matago et d'autres éditeurs, principalement Et à l'international. on a quelques noms c'est des gros éditeurs qu'on connaît ou Bah, en fait, pour te dire, la liste, elle est encore en train d'être finalisée. Mais Ok, pour te donner un exemple, par exemple, là, je suis en train de travailler sur un projet pour un éditeur américain qui s'appelle Colossal Games. ouais, qui fait partie des Matago and Friends, si je dis pas de bêtises. Alors oui, mais Matago and Friends, en fait, c'était un sigle qui regroupait beaucoup d'éditeurs avec lesquels Matago a des liens. Matago and Friends, ça amené à évoluer, et si oui, comment? Ben, pour te dire, en fait, Matago Fan, c'était surtout le nom du site internet de Matago, mais via lequel étaient proposés aussi beaucoup de titres d'éditeurs étrangers distribués en français. Donc Hmm. en fait, c'était un peu un sigle, on va dire, qui pouvait regrouper Matago et tous les produits d'éditeurs étrangers distribués en France, que ce soit localisés par Matago ou juste distribués en français via le Ouais, distributeur Surfing Meeple. Donc, disons que c'était un sigle qui voulait pas forcément dire grand-chose en soi-même. Et du coup, ça va évoluer vers une autre entité qui entend à la fois clarifier un peu toutes ces relations-là et mettre davantage en avant les éditeurs indépendants. sachant que cette clarification, elle va s'opérer avec le communiqué que vous avez fait sur l'arrêt des jeux experts, mais parce qu'en fait, vous les laissez à vos partenaires, si j'ai bien compris. Ouais, c'est plus ou moins, on peut plus ou moins voir ça comme ça, effectivement. En fait, ça fait suite à une logique qu'on voit depuis plusieurs années et qu'on constate nous en interne, qui est que le jeu expert en France, de manière générale, c'est assez compliqué. Et aussi, ça avait un impact au niveau de Matago, puisque Matago est un éditeur du coup qui a toujours proposé beaucoup de choses dans des créneaux très différents. Et là, qui proposait des jeux qui allaient vraiment de l'enfant aux gros jeux experts issus du financement participatif. Donc c'était un petit peu compliqué, on va dire, en termes d'entité en tant qu'éditeur. Et aussi, le jeu expert, c'est quelque chose qui, du coup, en France, est un petit peu compliqué. Et en termes de charge de travail que ça fait peser sur les équipes, surtout quand tu fais beaucoup d'autres choses à côté, c'était un petit peu compliqué de continuer. Donc, Ouais, sachant que vous avez eu quelques backlash aussi sur les traductions et tout, donc ça n'a pas dû aider. oui, après l'arrêt du jeu expert pour Matago, parce que du coup, une fois encore, moi, je parle, Ouais, ouais, bien j'ai sûr. se passé chez Matago, mais je parle aussi en tant que PTS. Mais du coup, cet arrêt du jeu expert chez Matago, il est surtout lié on va dire, la réalité La économique et réalité du commerciale marché. du jeu expert en France. Ouais, c'est un peu ironique parce que justement dans ma dernière vidéo je parlais de Galactic Renaissance et ça Ouais, tout à arrivait fait. pile en même temps alors que c'était votre gros jeu qui sortait à ce moment-là Ouais, quoi. bien sûr, ouais. Après, il y a Kill Renaissance, il y a eu surtout, en fait, pour ces jeux-là, quelque part, la sortie boutique, c'est un peu on va dire, c'est un peu ta deuxième L'aboutissement. priorité. La première Ouais, priorité, c'est vraiment ce qui se passe lors de ta campagne de financement participatif. ouais, Du coup, Galactic Renaissance, si on reprend juste cet exemple-là, il est arrivé un petit peu avant. Et ouais, par exemple, Galactic Renaissance, c'est un des titres qui est concerné par les accords qu'on a passés avec d'autres éditeurs. Où, par exemple, maintenant, c'est l'éditeur Colossal Games qui s'en occupe. Et s'il y a des suites ou un futur à ce titre-là, c'est Colossal Games qui s'en occupera. ouais, Matago, ça Matago marche. s'en occupe.
Donc du coup, dis-moi si je me trompe, mais Matago essaie d'organiser un peu un conglomérat entre guillemets d'éditeurs indépendants pour essayer de contrer, enfin contrer, en tout cas s'adapter à la réalité des gros poissons qu'on a un peu à l'heure actuelle dans le milieu et dont on parlait dans la vidéo avec Michel. Tout à fait. Très Est-ce que c'est intéressante ça? d'ailleurs cette vidéo. Je passe le salut à Michel. Mais Non, après il va se la raconter. Il a reçu trop de MP. là, c'est l'ego va. Mais alors, je pense pas que je pense pas que le mot conglomérat soit vraiment Non, le mais plus adapté. Mais regroupement. Ouais. ouais, en fait, je pense que le regroupement c'est plus bien adapté. En fait, l'idée c'est vraiment de faire cause commune parce que justement, comme tu l'as dit, on a assisté à beaucoup de transformations du marché ces dernières années. Il y a un constat général qu'on est à une période d'adolescence où il va y avoir beaucoup de beaucoup de changements et on a vu l'émergence, ouais, pareil, de ces, on va dire, de ces entités massives que t'as Asmodée, t'as l'apparition d'Hachette aussi qui a pris de plus en plus de place. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'on peut s'orienter vers un modèle où c'est de plus en plus difficile pour les éditeurs indépendants, quelle que soit leur taille, parce que justement, tu as des petits éditeurs, mais tu as aussi des éditeurs indépendants qui peuvent rentrer dans la catégorie moyenne, on va dire. Je pense que c'est le cas de Matago. Ouais. Et pour ces éditeurs-là, justement, survivre à toutes les échelles, que ce soit au niveau de la communication, au niveau de l'accès aux canaux de distribution, etc. C'est quelque chose qui est de plus en plus compliqué. Donc l'idée, c'est vraiment de faire cause commune et de joindre un petit peu nos forces, se, se mutualiser tout en gardant cet aspect indépendant, qui est Ouais, quelque chose bien qui sûr. est, quelque chose qui est vraiment important pour le coup. Donc du coup, on peut s'attendre éventuellement à un communiqué autour de ça, comme tu dis, pour clarifier un peu ce Matago and Friends dans un avenir proche. Qui du coup, enfin, Matago and Friends en tant que tel, justement, va disparaître et oui, il y aura une nouvelle entité et c'est quelque chose qui va arriver assez vite Ouais, et qui s'appellera du coup l'Alliance des éditeurs indépendants, mais c'est quelque chose où on l'a montré pour la première fois au Festival Essential de cette année. ok, ok, Et je c'est sais quelque chose qui pas, va arriver j'avais aussi pas vu passer. c'est Ok, quelque chose qui va arriver aussi en France en fait. ok, ça marche. Et du coup, j'avais une petite question subsidiaire par rapport à ça, justement, sur la vidéo qu'on faisait avec Michel. Il y avait beaucoup de comparatifs avec l'univers de l'édition, voire même de la BD. Est-ce que tu trouvais ça pertinent comme comparaison? Alors, disons que je peux pas, j'ai pas du tout la connaissance que Michel a du secteur de l'édition plus classique, donc livres, BD, etc. Après, sur le constat qui avait été tiré, qu'on a une espèce de phase de transition, ça complètement. Je pense que c'est quelque chose qui est discuté par beaucoup d'éditeurs. Hmm. On est vraiment dans une phase où le marché est en train d'évoluer. Il y a beaucoup de transformations qui sont en cours et qu'on va voir se concrétiser sur les années, voire les mois qui arrivent. Et je, ça va passer, je pense, par beaucoup d'éditeurs soit qui mutualisent leurs forces, qui connaissent des transformations, qui sont rachetés, et aussi malheureusement pour certains qui vont disparaître. Je pense qu'il va y avoir vraiment Hmm. une grosse phase entre guillemets de transition qui va peut-être être un petit peu compliquée Ouais. Voire même pour peut-être de nouveaux acteurs aussi. qui arrivent sur le marché, comme Hachette est arrivé, non? Ah, aussi complètement, ça c'est quelque chose ça c'est quelque chose qui est possible. Après, il faut aussi noter justement que on est dans une période qui est un peu plus mouvementée, on va dire, que pouvait l'être la période Covid justement où il y a eu une espèce Ouais. de boom majeur et ça a peut-être accéléré aussi les envies de ces acteurs extérieurs d'investir le marché. Là aujourd'hui, on est dans une étape où on est redescendu à des niveaux Ouais. pré-Covid et surtout Du coup, c'est moins attirant, c'est ça que tu veux dire pour d'autres en acteurs? fait, il peut y avoir ça, et surtout, comme j'ai dit, on est vraiment dans une période de transition. Tu vois un peu au sein de ce monde pro, tu vois vraiment des mouvements à droite à gauche. Il y a des éditeurs qui licencient ou qui sont en train de couler. T'en as d'autres qui montent, t'en as d'autres qui connaissent des transformations majeures, t'en as d'autres qui sont en discussion pour des rachats. Enfin, c'est Hmm. vraiment une période de grands changements de ce point de vue-là qui est du coup assez agitée. Ouais. Et c'est la même chose au niveau mondial ou c'est assez particulier au marché français au final, où tu vois quand même des grosses différences entre l'international et la France là-dessus? Alors,
Ce constat général de transformation, il s'applique pas du tout qu'au marché français. C'est quelque chose que tu as aussi pour beaucoup d'éditeurs à l'international, Ouais, beaucoup d'éditeurs aux États-Unis, par exemple, quand on était à la. Enfin, pour te donner un exemple, par exemple, quand on était à la Gen Con de cette année, il y avait vraiment, mais c'était très chargé on va dire, en bruit de couloir sur tel changement au sein de tel éditeur, tel changement de sein de tel éditeur, ouais. etc. Enfin, c'était vraiment, on voyait que c'était vraiment une période de transformation, on va dire, Ouais, où c'était pas du tout, les choses n'étaient pas du tout figées dans la pierre. ouais, Donc, je pense que, en fait, déjà, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau français, au niveau français, je pense malheureusement qu'il va y avoir de la casse. ouais, Ça, c'est sûr. Je ne sais pas si ça va se démarquer en ce point-là par rapport à d'autres marchés, dans le sens, est-ce qu'il y aura plus de casse en France parce qu'il y a aussi beaucoup d'éditeurs. ouais, On est quand même un gros vivier de création. Ça, c'est aussi une possibilité, mais en tout cas, le fait que ce soit une période très chargée avec beaucoup de transformations, ça, c'est un constat qui est global, je pense, qui touche ouais. pas que le marché français. Ok. Tu dirais que ça se répercute comment, du coup, ces changements sur les deux extrémités de la chaîne que sont les auteurs et les boutiques? Parce que, par exemple, sur ma vidéo que j'avais fait avec Cédric, il a une impression, j'ai l'impression qui est partagée, que les éditeurs aujourd'hui ont plus d'intérêt à faire de la promo auprès des influenceurs que d'être à fond sur les boutiques, sachant que du coup il y a une transformation un peu du marché de vente des jeux vers les GSS, grandes surfaces, tout ça quoi. Alors, je peux comprendre, on va dire, la logique de ce fonctionnement-là, mais je pense qu'il faut aussi surtout pas sous-estimer le pouvoir d'influence justement qu'ont le réseau de boutiques spécialisées. C'est que aujourd'hui, on assiste aussi de plus en plus à un phénomène où tu as des boutiques spécialisées qui, en fait, selon la manière dont on le classe, peuvent être qualifiées d'influenceurs. Tu as de plus en plus de boutiques, de Ouais, plus en par plus de exemple le boutiques spé. passe-temps typiquement. Le passe-temps qui a été vraiment Ouais. le porte-étendard de ça. Et aujourd'hui, je pense que c'est pas un secret que Simon, par exemple, c'est l'influenceur numéro 1 de France. Les Mhm. boutiquiers, et pourtant, il n'y a aucun doute que c'est l'influenceur le majeur en France. Et tu as de plus en plus de boutiques qui créent leur chaîne ou leur canal de communication, que ce soit sur les réseaux sociaux ou via YouTube. Et du coup, au-delà en plus du pouvoir d'influence en personne, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier, je pense que les boutiques spécialisées, elles ont un vrai pouvoir de recommandation auprès de leurs clients. Ouais, Au-delà de ça, tu as en plus cette nouvelle échelle et cette nouvelle portée ouais, via YouTube ou les réseaux sociaux ou autres. Donc je pense au contraire que les boutiques SP, surtout en France où on a un réseau de boutiques SP qui est très fort, et ça c'est aussi vraiment une des spécificités du marché français. Je pense qu'en France, en tout cas, les boutiques spécialisées ont vraiment un coup à jouer dans la promotion, et je pense qu'il y a pas mal d'éditeurs qui, en tout cas, intègrent aussi ouais. ce paramètre-là pour l'intégrer. Et côté auteur, tu verrais quoi comme évolution? Dans quel sens tu veux dire par Bah, rapport à la sur transformation la actuelle? transformation du marché, quel impact elle a sur les auteurs, tu dirais, toi? Alors ça, je pourrais pas vraiment te dire, parce que en fait, les auteurs ont cet avantage que justement, ils peuvent s'adresser à des maisons d'édition qui ne sont pas seulement dans leur pays, mais Ouais, un peu partout dans le monde. Après, c'est vrai que pareil aussi, vu l'attractivité ou du moins l'exposition de plus en plus grande du secteur, c'est aussi de plus en plus d'auteurs, ou ouais, du moins de gens qui s'intéressent à la création et qui contactent des éditeurs dans ces démarches-là. Donc ça, je pense que les auteurs vont peut-être être un peu moins affectés, à part sur le côté, on va dire, concurrence plus forte aussi, entre guillemets, mais il y aura toujours des éditeurs qui seront intéressés, quel que soit le créneau. Si on prend l'exemple de la France, par exemple, même si tu as un recul majeur de la création de jeux de société experts en France, et je parle de création, même si je pense que ouais, localisation, c'est un peu la même chose, mais en tout cas en termes de création, ça n'empêche pas qu'il y a des auteurs français qui arrivent ou francophones qui arrivent à avoir des créations en jeux experts, chez des éditeurs internationaux. Par exemple, si on prend la dernière sortie de Mind Clash Games, Ironwood, ouais, c'est vrai que c'est ah, deux Français, hein. Enfin deux Belges. de Belge, ouais, Ouais. exactement, mais tu vois, donc je pense qu'il y a je pense qu'il y a moins ces limites-là. Et par exemple, si on prend l'exemple de Matago, Matago, ça travaille avec des auteurs français, mais pas que, ça travaille aussi avec des auteurs US, etc. Ouais. Enfin, tu as vraiment beaucoup de possibilités à ce Mais niveau-là.
Mais on peut aussi analyser du côté financier et se dire que la condition financière des auteurs, elle est pas en voie de progression vu la contraction du marché, je suppose. Hmm. Ça, c'est une bonne question. Je pense que je serais peut-être pas Ouais, le faudrait plus que à même j'en de te répondre. parle avec un auteur directement. Je pense que ouais, ce serait assez intéressant. Après, de toute façon, c'est un milieu qui est aussi organisé autour de grands noms, on va dire. Ouais, On voit que tu as quand même beaucoup d'auteurs qui sont vraiment connus au sein de cette niche et qui arrivent à atteindre ce stade où ils ont des sorties assez régulières. Et parmi ces sorties régulières, il y a des jeux qui fonctionnent vraiment bien. ouais, Donc je pense que on va dire que derrière le terme auteur, tu as plein de réalités différentes. ouais, bien sûr. Et je pense qu'en tout cas, si on parle des auteurs connus ou des auteurs stars, eux seront toujours dans une catégorie à part, je pense, où ils seront Et tu pas vraiment remarqueras que affectés ces auteurs par. stars, ils font très peu, voire pas du tout de gros jeux, hein. À part En fait, Catala à une période, mais il en fait c'est plus du tout. alors si on parle d'auteurs français, si Ouais, on je parle parle d'auteurs d'auteurs français, français, bien sûr. moins. Ouais, Après, tu as des noms, par exemple, je pense par exemple à Guillaume Montiage et Jacques Barriot, qui ils ont fait Kemet, ils ont ouais, chacun des jeux de leur côté, etc. Eux, c'est des gens, je pense, qui vont continuer à proposer des jeux experts et qui arriveront toujours à le faire malgré le statut d'auteur français. Mais c'est vrai qu'il y a une constatation aussi qui est que les auteurs français en général ne proposent pas forcément de jeux experts. Là où aux ouais. États-Unis, tu as vraiment même en Italie, par exemple, tu as vraiment Ouais, des. Italie, Europe de l'Est, Ouais, tout les à fait. Turcies, tout ça, il y a aussi Luciani, il y a plein d'auteurs stars de jeux experts, Exactement, quoi. Ouais. exactement. T'as vraiment des. Dans d'autres marchés, tu as vraiment des auteurs stars dans le jeu expert. Et c'est là, tu vois que cette spécificité du marché français qui est que Enfin, disons que les jeux experts, de manière générale, c'est quelque chose qui reste compliqué parce qu'il y a eu beaucoup de changements au sein de cette niche. C'est très codifié. Mais au sein du jeu expert, la France a quand même un statut où on sent que c'est pas Ouais, ouais, on n'est pas l'ADN, un quoi. pays de jeux experts, on va dire. Ah ouais, bien sûr. Et du coup, pour rebondir sur la question d'avant, la question des influenceurs, parce que là pour le coup, tu es directement concerné. Euh, Comment vous articulez vos stratégies de com autour de ça? Est-ce que les influenceurs ont effectivement pris beaucoup plus de place? Alors, ça pour te répondre là-dessus, les influenceurs ont toujours une place qui est majeure, on va dire, dans les stratégies de communication des éditeurs. Avec un, il y a certains axes où il y a eu du changement. Je pense Ouais, que, par exemple, parce que je préfère préciser, mais je m'occupe en fait de deux types de projets qui sont très différents dans leur approche. C'est les projets retail, donc les projets où ça va directement en boutique, et les projets de financement participatif. Où là, en fait, c'est deux approches qui sont ouais, très différentes. En tout cas, pour le financement participatif, je pense qu'il y a un recul, on va dire, des formats payants. hmm, Ça, c'est quelque chose où, à une époque, les éditeurs tablaient beaucoup sur de la promotion payante pour les financements participatifs via des influenceurs. Parce que tu as aussi ouais, d'autres canaux de communication, tu as les pubs, etc., ouais, sur les réseaux sociaux. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est en recul et qui est peut-être un peu moins en recul pour tout ce qui est retail. Après, pour l'approche en général, en fait, tu essayes de jouer sur deux critères. C'est l'effet de volume et l'effet de volume qui arrive au bon moment. C'est-à-dire que tu pars du principe qu'aucun influenceur, on va dire, ou très peu, ont le poids suffisant pour apporter une exposition majeure à une sortie ouais, bien sûr. à eux seuls. Donc tu essaies Du coup, il vraiment de faut jouer. arroser En au fait, maximum. alors oui, et en même temps, tu essaies de faire au maximum du profilage. Ouais, C'est-à-dire que tu as, en fait, en travaillant au fur et à mesure avec les influenceurs, en analysant leur contenu, tu arrives à distinguer en fait des tendances et des goûts ouais, chez chacun d'entre eux, et tu essayes de cibler au maximum parce que si tu es juste sur une stratégie d'arrosage où en fait le type du jeu, le profil du jeu, tu t'en fous, tu risques en fait de mal cibler, de tomber en fait sur des gens à qui le jeu ne parlera pas ouais. et qui forcément vont peut-être moins en parler en termes positifs. Donc c'est cette espèce de contradiction entre Mais du coup, il faut en parler ou il faut en parler de manière positive? Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, toute communication est une communication, tu vois. Là, dans mon rapport avec les éditeurs, j'ai l'impression que je vois deux comportements. Ceux qui disent, enfin,
En gros, qui te font pas sentir que s'il y a une communication négative ou pas de communication, ils s'en foutent en fait. Et d'autres où tu sens que c'est un peu plus tangent, tu vois. Alors, là, pour t'expliquer ma ligne personnelle, elle est simple, c'est que euh, nous, il y a, et ça c'est quelque chose auquel personnellement je suis très attaché, c'est il n'y a pas de conséquences négatives à la critique. C'est-à-dire Ouais, que justement, en fait, on s'adresse à des gens qui, dans le cadre de partenariats qui sont non rémunérés, en fait, juste on envoie une copie presse, c'est ouais, à bien sûr. disposition, il n'y a pas d'obligation légale ou quoi que ce soit, c'est pas un partenariat rémunéré. Donc, c'est quelque chose qui est très important que ce soit de la critique et de la critique libre, entre guillemets, et que du coup, il y ait potentiellement des choses négatives qui puissent en être dites. Donc, ça, de ce point de vue-là, nous, il n'y a pas de conséquences ou quoi que ce soit. On va jamais aller dire des choses à quelqu'un ou parce qu'il a eu de la, parce qu'il a parlé de certains de nos jeux en termes négatifs ou qu'il a eu des critiques. Par contre, c'est une situation que tu veux quand même éviter, et c'est là où demeure ta responsabilité sur ce côté profilage. Hmm. C'est-à-dire que nous, ce qu'on recherche, c'est la critique libre, c'est la critique qui est impactante, parce que je pense sincèrement que le public perçoit ça. Ouais, Là où, par exemple, si tu fais du public rédactionnel, il y a tout de suite un peu une espèce de méfiance qui peut s'installer. Donc, c'est vraiment là où le profilage est important. C'est à toi, en tant que chargé de la com, de cibler au maximum et de voir en fonction des goûts de chacun pour leur envoyer des jeux où ils sont intéressés et où tu penses que ça va matcher. ouais. Après, en voulant être un peu cynique, envoyer des jeux, ça vous coûte rien par rapport à si vous faisiez une vraie com vous-même, un plan de com. Tu vois ce que je veux dire? Alors en fait, Est-ce que c'est pour ça que du coup ça s'est généralisé, les influenceurs, les copies presse et tout? Parce qu'au final, on voit très peu les éditeurs faire leur propre com. Tu vois, moi, c'est un truc qui m'a toujours surpris. Typiquement, ce que tu dis, faire un partenariat avec un influenceur, mais pourquoi vous faites pas ça vous-même? Par exemple, comme Origame qui fait les petits pitchs. Moi, je trouve qu'il y a un truc assez pertinent là-dedans, quoi. Moi, ça ah, me choque toujours de voir les influenceurs faire la promo directe des éditeurs. Je trouve ça toujours un peu bizarre, en fait, quoi. ah Tu mais vois? en fait, en tant qu'éditeur, tu dois jouer sur ces deux créneaux-là. C'est-à-dire que Hmm. c'est pas parce que tu travailles sur un de ces créneaux-là que tu dois complètement délaisser l'autre. Ouais, Donc oui, forcément, tu veux à tout prix assurer ta communication. Et par exemple, c'est vrai qu'Origames le fait très bien avec ce format des petits pitchs. Mais une fois encore, on est sur une relation qui est différente parce que là, en fait, c'est l'éditeur qui te parle directement. ouais, Donc de toute façon, t'as une relation. En fait, je pense que le public a une relation à ces contenus-là qui est complètement différente. C'est que tu recherches à assurer ta propre communication et en parallèle, tu cherches à travailler avec de la critique extérieure pour que le public ait un point de repère sur les jeux ouais, bien sûr. et que Mais du dans coup, le cas d'un partenariat rémunéré, tu vois, tu cherches pas de la critique, là, tu cherches non. littéralement à avoir de la pub de quelqu'un d'autre, quoi. En fait, pas forcément parce que si tu fais du public rédactionnel, oui, mais tu as aussi un autre type de format qui est plus de la prestation sur du style, par exemple, de l'explication de règles Ouais, ou ce oui, genre de là, choses. oui, Ou ça, c'est effectivement. quelque chose, ça, c'est, par exemple, si je prends l'exemple de Matago, Matago a pas du tout l'habitude, en fait, de travailler sur des formats payants, Ouais, mais pour les financements participatifs ou d'autres projets, ça arrive que tu aies des prestations pour de l'explication de règles ou autre. Parce que là, en ouais, fait, tu es sur un format qui est neutre. Donc, ouais, ouais, le bien sûr. côté, c'est en fait purement une prestation. Ouais. Effectivement, dans ce cas-là, ça fait sens, mais c'est vrai que je vois souvent des vidéos avec partenariat où, en fait, les gens expriment un peu leur avis, quoi, je trouve ça un peu bizarre, en fait, quoi. Après Ouais, à ouais, chacun de juger bien là-dessus. sûr. De toute façon, je pense que c'est Mais après. tu vois, est-ce que le public est réceptif à ça? J'ai des doutes, quoi. T'es genre, tu mets partenariat rémunéré et après tu dis, ouais, ce jeu va être bien pour vous. Tu vois, il y Ah, a un truc un en fait, peu. je pense que là, c'est plus une logique de cas par cas, on va dire. Ouais, Je pense qu'il y a quand même des chaînes qui peuvent, en tout cas auprès d'une partie de leur audience, ouais, arriver à maintenir une image de notre ouais. recommandation a de la valeur, etc. Même si on est. En tout cas, pour vous, ça a un vrai impact. Alors, en fait, justement, si on prend l'exemple BTS, c'est différent parce que du coup, en tant qu'agence, moi, je suis là pour recommander des approches aux éditeurs. Après, c'est à Ouais, eux de choisir en fonction du budget et autres. Mais si on prend l'exemple de Matago, Matago n'a pas du tout eu l'habitude de travailler sur des formats rémunérés autres que les formats neutres. Donc,
donc l'explication de règles, Ouais, etc. Après, c'est vrai que ces formats-là, en fait, ils ont un avantage, c'est que justement, tu t'assures en fait d'une exposition plancher et au timing que tu veux. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est très ouais. important, c'est que quand on voit des copies pour de la critique, etc., t'es pas non plus, t'es pas non Mm. plus en position d'exiger un timing de Ouais, sortie bien ou autre. sûr. Bien sûr. Donc, Ok. Et justement, bah, t'as dit que vous en faisiez pas beaucoup, mais ça se rémunère à combien ce genre de partenariat? Genre tous les éditeurs ont une espèce de grille où chaque éditeur fait ce qu'il veut et se négocie. Parce que ça, tu vois, je sais, alors je veux pas dire de bêtises, mais j'ai jamais entendu de chiffres circuler autour de ça, tu vois, genre publiquement. alors, Autant du côté des influenceurs que du côté des éditeurs d'ailleurs, mais je me trompe peut-être. bah, en fait, je pense que les éditeurs ont on va dire, un budget de communication sur leur projet. Ou par exemple, quand tu lances un nouveau jeu, tu vas avoir une certaine idée d'un budget com Ouais, que tu peux déployer autour. Après, tous ces formats payants, c'est des tarifs, il n'y a pas de constellation générale, c'est des tarifs qui dépendent vraiment de la chaîne, du ouais, type de format que tu recherches, etc. Et normalement, c'est censé être les mêmes grilles tarifaires à peu près pour tout le monde. Par exemple, si je vais voir telle chaîne, ouais. pour tel format, c'est censé être le même prix que pour un autre, Oui, parce que c'est eux autre qui éditeur. définissent les prix, en fait, Tout du à coup, fait. ouais. En fonction de la renommée de la chaîne. Exactement, Ouais, c'est les chaînes, enfin c'est les influenceurs qui fonctionnent sur le format payant et les chaînes qui fonctionnent sur du format payant qui fixent les prix. ouais. C'est pas les Et, éditeurs qui arrivent en et sur disant une vidéo règle, on est sur quelle fourchette de prix ça. Alors on ça peut vraiment, parler de en fait ça ça ou... dépend. En fait, une fois encore, ça dépend complètement de la chaîne. Il y a pas de constatation générale. Ça Ouais, peut après, tu vas de toute façon avoir toujours un tarif minimum qui va être une fois encore, c'est pas absolu ouais, ce ouais, que je bien dis, parce sûr. que ça Non, dépend. mais En pour fait, avoir une idée, que les gens aient une idée, tu vois. ça peut aller de quelques centaines d'euros à dépasser les 2000. Ok. Ah ouais. En fait, ça dépend Ouais, vraiment ouais, bien sûr. ça dépend vraiment de la chaîne. Ouais. Là, il y a pas de Ok, ok. constatation générale. Mais bon, avec ce genre d'échelle, les gens pourront recoller aux chaînes qu'ils connaissent. Très bien. Après, des fois, tu peux avoir vraiment des surprises, on va dire. C'est pas un Oui, calcul oui, c'est aussi pas parce que simple la que, chaîne est hyper grosse que... Ouais, bien sûr. tout à fait, ouais, exactement. Bah, C'est pas. typiquement, quand t'es une boutique, t'as peut-être moins besoin de ce genre de revenus que quand tu vis que de ça. Alors oui, après les chaînes qui arrivent à vivre que de ça, on parle vraiment de Bah, micro-éditeurs. Maxildan, moi je vois monde de jeu peut-être, je sais pas. Mais T'en as plus à l'international, ouais, forcément, c'est mais en ça. France, ça se compte Mm. vraiment sur les doigts d'une main. Ouais, les demi-doigts d'une main. Ouais, peut-être, je pense qu'on peut Ouais, même aller juste là. Donc ouais, ok, très bien. c'est quelque chose qui est vraiment très marginal en fait. Et je pense que ça, Ouais, bien c'est sûr. aussi important de le rappeler, quoi. On n'est pas du tout sur une constatation où, ouais, tous les Quoi, tu veux influenceurs dire qui que sont je sur roule pas sur l'or? De quoi tu parles? Exactement. Désolé, Ah, je suis en tu train de as briser cassé le le mythe. mythe. Je suis en train de briser le mythe auprès de ton audience, mais Ok, super. Dernier petit sujet, l'intelligence artificielle et comment tu vois qu'elle va impacter le milieu du jeu. Déjà, il y a beaucoup de débats autour des illustrations, ouais. mais c'est possible que ça impacte la création, voire que ça l'impacte déjà. Toi, tu vois un peu ça comment? Comment dire? Alors, je pense que Tu kiffes ce malheureusement, genre de questions. non, non, mais c'est vraiment intéressant pour le coup. Je pense qu'il y a aucun débat sur le fait que ça va avoir un impact majeur sur ce secteur, sur plein de créneaux. Il y a eu beaucoup de débats autour de l'illustration, mais ça peut aussi impacter la rédaction, la traduction, enfin Ouais, beaucoup ouais, d'aspects c'est vrai que clés. la traduction, ouais, c'est un aspect important. Ouais, ouais. Beaucoup d'aspects clés au sein de ce secteur, je pense, peuvent être impactés. Après, il y a un autre constat qui est indéniable, c'est qu'on est encore qu'au début Hmm, de l'IA, et je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs, enfin beaucoup d'acteurs non, mais en tout cas, il y a certains acteurs du jeu de société qui sont peut-être un petit peu précipités en voyant l'IA pour plus avancée qu'elle ne l'était. ouais, Ça, il y a eu des cas récents, ça a donné lieu à des débats assez enflammés. Je pense par exemple à l'affiche du festival Essen de l'année dernière, ouais. où par exemple il y a eu des jeux comme Pass of Civilization. Donc on est encore à un stade en fait où l'IA n'est pas du tout autosuffisante. Ouais.
C'est-à-dire, si tu ne te bases que sur l'IA, je pense que le résultat se voit et se voit très facilement. Et Ouais. le public, et ça on le voit aussi sur ces affaires-là, le public est en capacité de le détecter. Bien sûr, mais ça évolue très vite, hein. Là, des Alors, gens, au-delà de l'illustration, on voit dans la vidéo, dans le deepfake, dans la façon de changer les voix. Aujourd'hui, on commence à avancer très très vite quand même, hein. tout à fait. Tout à fait. Donc, je Et je pense que ça pense que le va. public, s'il continue de se dire on verra toujours l'IA, il faut pas qu'il pense ça parce que ça va être plus complexe que ça très vite. Ça, c'est une possibilité. Après, si je parle vraiment d'un point de vue personnel, je pense que la voie qu'il faudrait suivre, même si j'ai peu d'espoir qu'il aboutisse, et ça Comment c'est quelque ça? chose de, ça c'est quelque chose de plus général et qui va au-delà du jeu de société, c'est Ouais, bien sûr. en fait faire avec l'IA, mais encadrer au maximum Oui, bah, c'est ce que son usage tous en fait, les gens préconisent, hein, de toute façon. l'encadrer légalement, parce que en fait l'IA, je pense qu'on peut vraiment voir l'IA comme une espèce de boîte de Pandore qui n'est pas mauvaise par nature, mais qui peut avoir vraiment des impacts délétères si on se pose pas si on se pose Ouais. pas un certain nombre de questions. Bah, Après, je regarde pense par que exemple les réseaux sociaux, il n'y a jamais eu aucune régulation. Au début, c'était l'Eldorado, et regarde comment c'est aujourd'hui, hein. C'est fait pour influencer l'opinion de masse. Tu vois? je sais pas si c'est un cas qui s'applique à chaque fois, mais en tout cas, une fois encore, je suis pas très optimiste. Ouais. Pas En très tout cas, optimiste. dans le milieu du jeu, c'est une vraie discussion qui est Oui, dans les couloirs et tout ça, oui. quoi. Et c'est une discussion auquel on va dire personne ne, personne ne peut échapper, entre guillemets. Après, une fois encore, je pense que les prochains mois et années vont être très instructifs là-dessus, puisque on va voir beaucoup de changements et d'évolutions là-dessus, je pense. Et c'est, c'est là qu'on pourra voir si on prend une direction claire ou non par rapport à l'IA, parce que pour l'instant, tu as plein de voies différentes qui Ouais. préconisent des choses différentes par rapport à l'IA. Tu as ceux qui affirment clairement que pour eux, c'est hors de question, c'est quelque chose qui est Hmm. c'est quelque chose qui est hors de propos, qui Ouais, bien n'utilise sûr. pas. T'as une partie des acteurs qui sont dans une position qui est un peu contraire ou qui l'utilisent sans trop se poser la question et ou des fois, on voit que ça peut avoir, ou en tout cas que ça a eu des conséquences. Ouais. Enfin, encore l'exemple de la fiche des scènes, etc. Et je pense que tu as aussi plein d'acteurs pour qui justement c'est très nouveau et qui sont encore un peu en phase d'évaluation, on va dire, et de jauger à la fois quels sont les usages possibles et quelles sont les conséquences possibles. Ça, Ouais, je bien pense que sûr. c'est un débat qui mêle plein de questions. Forcément, tu as la question économique, la question de la productivité, mais t'as aussi un rapport éthique à ça. Donc, Ouais, bien sûr. je pense qu'il n'y a pas de constatation générale pour le secteur, à part que c'est une question qui est en suspens et qui est débattue de manière différente par plein d'acteurs. On est Ouais, vraiment. qui va suivre les évolutions qu'elle a généralement dans la société au final, quoi. En tout cas, une fois encore pour ça, on est aussi sur une phase de transition. Tu vois, je Ouais, pense bien sûr. que c'est vraiment le côté transition, c'est un constat général sur plein d'aspects en fait. Au Ouais, sein de... que partage aussi d'ailleurs Cédric sur le côté boutique. J'ai l'impression que c'est un constat de tous les maillons du milieu, quoi. Ouais, tout à fait. Je pense que il y a une fois encore, je peux parler que pour moi-même et Ah, que bien sûr. pour les éditeurs avec lesquels je travaille. Mais je pense que je pense sans trop m'avancer que c'est des constatations qui Ils sont sont généraux. assez partagées. Ouais. Ouais. Ok, bah super. Merci à toi. Bah, Euh, écoute, merci pour pour l'interview. info, cette vidéo, on l'avait déjà tournée, mais j'avais pas j'ai eu un souci de son. Bah, écoute, là, on Mais croise t'as les vu, j'étais doigts. original, j'ai posé des nouvelles questions. Je pense Exactement. on a quelque chose Exactement. d'assez différent au final. Saluer la professionnalité. Et du coup, on croise les doigts très fort pour il y ait pas de soucis au DRH. Non, là, ça devrait être bon cette fois. Merci à vous. Merci à toi, Merci à tous. Bah, évidemment, écoute, un grand pour ton plaisir. temps. Au final, on a fait relativement long, je pense. Bon, je pense que parler de ce genre de sujet, ça prend du temps de toute façon. Aussi, c'est difficile d'être C'est très concis sur c'est des ça, questions aussi générales. carrément. Ben, merci à toi, merci à vous. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao. Merci à tous. Au revoir.